Bonjour Caroline. Bonjour Catel. Alors on se parle ce matin parce que on travaille ensemble sur la marque Blooming Companies. Quand je t'ai rencontrée, tu m'as expliqué un petit peu les tenants, les aboutissants de voilà, qu'est-ce que c'est qu'une marque, à quoi ça sert, etc. Et c'était tout un tas d'informations dont j'avais aucune idée. Et voilà, ça m'a permis de faire des bons choix, de prendre des bonnes décisions, de mettre en place un processus sur lequel tu m'accompagnes. Et je me suis dit que ça pouvait intéresser d'autres personnes qui sont dans l'univers Let It Be ou Let It Grow, ou enfin Blooming Companies en général, et puis que ça serait intéressant que tu nous présentes un petit peu la discussion qu'on avait eue à l'époque. C'est quoi une marque, à quoi ça sert de l'enregistrer, euh, comment ça se fait, est-ce que ça coûte cher, enfin voilà, un petit peu le paysage autour de cet univers-là qui est un peu spécifique en fait. Oui, tout à fait. En effet, c'est un univers qui est lié au juridique parce qu'il y a une loi sur la protection des marques, mais qui est aussi un univers que tout le monde connaît très bien parce qu'on a des marques favorites, on achète des habits avec une certaine marque, C'est vrai. on va sur un site e-commerce d'une certaine marque parce qu'on a confiance en eux, etc. Donc, l'idée de la marque, c'est vraiment de se dire, au niveau de la création, qu'est-ce que je fais? Et puis après, au niveau de la protection juridique, comment est-ce que je mets, je dirais, les petites briques en place pour qu'après, mon entreprise, elle soit plus solide. Et puis que je peux dire, ça, c'est vraiment mon nom, c'est à moi, je l'ai créé. Ouais. Et ça fait partie, en fait, de mes produits et services. D'accord. Donc, le premier point, c'est un peu de faire la différence entre la marque qu'on appelle brand en anglais, qui est en fait ce que les entrepreneurs vont créer pour leur entreprise, avec quoi ils vont communiquer, et puis le trademark, qui est enregistré. Donc, on va enregistrer C'est le petit TM qu'on voit à la fin des noms de temps en temps. Oui, exactement, le petit TM ou le petit R. Ok. Donc, le petit TM, c'est quand on est en cours d'enregistrement, on revendique des droits, mais on n'a pas forcément le titre de protection. Et le R, c'est quand on a bien inscrit, on a reçu quelque chose des autorités, et puis on peut dire, voilà, c'est inscrit. Alors, c'est des notions qui viennent du pays anglo-saxon, qui n'ont pas forcément qui ne sont pas réglées par le droit suisse, on va dire ça comme ça, mais qui permettent aussi d'avoir un effet dissuasif parce que les concurrents vont se dire, ah oui, Blooming Companies, elle revendique des droits là-dessus, donc je ne vais pas juste faire Blooming Enterprises, ce genre de choses. D'accord. Et donc, il faut un petit peu comprendre qu'il y a la brand qui va être reconnue. La brand, ça peut aussi être un mot, ça peut être un logo, ça peut être un ensemble de choses. Et la marque, c'est en fait l'élément qui va perdurer. D'accord. Donc, si on reprend l'exemple de Blooming Companies, on avait un mot et puis après, on avait un logo. Et puis, on avait discuté, est-ce qu'on on protège le logo et le nom? Est-ce qu'on fait que le logo, que le nom, etc. Oui. Alors, il faut savoir qu'une marque, elle doit être distinctive. Donc, une marque, elle ne peut pas décrire le produit. Donc, si je vends des pommes, je n'ai pas le droit d'appeler mon entreprise Pomme ou Apple. Par contre, si je vends des ordinateurs, C'est juste l'exemple qui. si je vends des ordinateurs, je peux l'appeler Apple. D'accord. C'est pas un problème. Ça, c'est un peu curieux. Ouais, en fait, la marque, Un peu contre-intuitif, ouais. Ouais, la marque, elle est déposée pour des produits spécifiques. Elle doit être distinctive, elle ne peut pas décrire. Parce qu'en fait, si j'appelle ma marque Apple et je vends des pommes, j'empêche mes concurrents qui vendent aussi des pommes d'utiliser le terme. Et puis ça, de par la loi, on a dit que ce n'est pas possible parce qu'après, on n'a plus de concurrents. Ouais, d'accord. Il faut aussi se rendre compte, quand on réfléchit pourquoi on enregistre une marque, se dire est-ce que j'ai vraiment un terme qui est distinctif, qui ne décrit pas directement ce que je fais? Ça peut être allusif. Oui. Donc, on peut avoir une pensée pour ce qu'on va faire, mais on ne peut pas être directement descriptif. Donc, c'est vrai que nous, quand on discute avec les entreprises, on va déjà leur dire en fait, votre terme, il est totalement descriptif. Vous n'arrivez à rien avec le mot, par exemple. Ouais. Par contre, peut-être le logo est suffisamment aussi, je dirais, unique pour que soit on fait une marque juste avec le logo. De nouveau, si on reprend Apple, ils ont réussi à faire une marque qu'on reconnaît. Ce logo, ou bien alors on fait une marque combinée entre le mot et le logo. Ça, c'est des choses qu'on va évaluer aussi selon les services, selon comment vous allez l'utiliser. Par exemple, si on fait un logo, il faut savoir qu'il va pas falloir changer le logo tous les 2 ans. Ouais. Donc, il faut être aussi assez sûr que c'est le logo qu'on a pour le long terme.
Parce que sinon, il faut refaire un dépôt de marque dans 5 ans, par exemple. Et puis, mais ça veut dire qu'il faut presque te contacter au moment du choix du nom de l'activité. Oui. Ok, donc ça c'est intéressant. Parce que même si on n'a pas le logo, on n'a pas les couleurs, on a quand même en général le nom. Oui. Juste pour avoir une adresse mail qui ne soit pas sur Gmail, quoi. C'est ça. Alors en fait, et ça c'est, je dirais, le monde idéal. Ok. Quand j'étais chez Nestlé, on avait suffisamment de contacts avec le marketing pour dire vous nous prenez dans les briefs avec l'agence parce qu'on veut aussi être là puis donner notre avis. Ok. Parce que si vous faites du produit pour les shops et vous appelez ça fiche d'hélice par exemple, ben, ce sera relativement descriptif. Il faudra peut-être autre chose. Donc, idéalement, oui, on aime bien être inclus au début. Souvent, on est quand même inclus un peu plus tard, quand l'entreprise se dit « Ah, mais voilà, j'ai lancé mon entreprise depuis 2 ans. Maintenant, je me rends compte que les gens connaissent mon nom et puis ça vaut la peine de protéger. » Donc, c'est aussi possible de protéger une fois que l'entreprise, elle existe. Okay. On peut arriver après coup. Hein. Mais c'est vrai que, ouais. Et même si vous ne faites pas de marque, de dépôt de marque, essayez de trouver quelque chose qui n'est pas super descriptif. Ouais. Ça permettra aussi de se défendre parce qu'après, de nouveau, si on a des listes de poissons, si quelqu'un vient avec succulence de poisson, enfin, je sais pas si c'est, mais voilà, ben, ce sera difficile aussi de dire, ben, nous, on avait ce nom, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que le poisson, c'est descriptif. Donc, si on a quelque chose de différent, ben, ça suffit pour être obligé, en fait, à coexister. D'accord. Et puis, peut-être avant de revenir, pourquoi on enregistre une marque aussi sur les coûts, c'est pas des coûts très hauts d'enregistrer une marque. Hein. Le dépôt en Suisse. Ça m'a surpris, ouais. Mm-hmm. Pour moi, c'était quelque chose pour les grandes multinationales, pour les grandes entreprises, etc. Et au fait, c'est un processus qui s'étale sur qui s'entretient sur plusieurs années, mais qui est abordable, ouais. Exactement. Donc, le dépôt en soi ou auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, donc c'est pour avoir une couverture en Suisse, ça coûte 550 francs. C'est valable 10 ans. Okay. Donc, ça fait quand même 55 francs par année, c'est pas énorme. Ouais. Après, on peut le faire tout seul ou bien on demande à un expert de nous aider. Et puis, on a des coûts entre 500 et 1000 francs, justement, ça dépend à quel point on intervient nous. Mais c'est aussi relativement abordable, surtout qu'après, on capitalise sur le long terme. Et puis là, j'arrive un peu au bénéfice, c'est qu'on a vraiment un titre de protection qui dit Blooming Companies, enregistré le 1er novembre 2018. Et puis, on va pouvoir aussi, je dirais, se défendre contre ceux qui arrivent après. Oui. Ou bien aussi ceux qui sont avant, hein, mais on va dire plutôt ceux qui arrivent après, puis dire, voilà, nous, on est enregistré pour ces produits. Et puis, vous venez avec un nom qui est trop proche de nous. Donc, c'est beaucoup plus facile de dire j'ai le certificat que d'expliquer toute votre histoire, que c'était vous qui avez inventé le nom. Voilà, donc ça a un effet comme ça aussi important sur les concurrents. L'effet dissuasif, c'est aussi que vous allez être dans un registre. Et du coup, si moi, je suis une compagnie puis je veux faire quelque chose de similaire à ce que tu fais, je vais peut-être quand même aller voir s'il n'y a pas des marques similaires. Et puis, je vais voir qu'il y a quelque chose. Donc, je me dis, je vais changer de nom. Ouais. Donc, pour ça, nous, quand on est intégré assez vite dans la recherche, on va regarder est-ce qu'il n'y a déjà pas quelque chose qui existe. Et puis, après, on vous dit si c'est la même chose. Puis, ce n'est pas les mêmes endroits les mêmes lieux de recherche. Je pense que moi, quand j'ai cherché mon nom, j'ai cherché sur Internet en me disant s'il y a un site web à ce nom-là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris le nom. Et en fait, on peut imaginer qu'il y ait des entreprises qui déposaient des noms, mais sans pour autant avoir le site web qui va derrière. Donc, tout à fait. C'est pas exhaustif. Ma manière de rechercher à moi, un petit peu, je me débrouille toute seule, elle n'était pas du tout exhaustive, pas du tout complète, quoi. Non, elle n'était pas complète, en effet. Et puis, il faut savoir qu'une marque, quand elle est déposée, elle doit être utilisée dans les 5 ans pour qu'elle garde sa validité. Mais il y a quand même 5 ans où peut-être qu'elle ne sera pas du tout sur le marché. On voit ça beaucoup avec les marques pharmaceutiques. Oui. Parce qu'en fait, ils déposent au moment où ils ont différentes options, puis après, ils doivent passer par des procédures réglementaires, mais ils vont déjà déposer la marque. Et puis peut-être 3 ans après, ils auront le OK du réglementaire pour lancer le produit, et puis choisiront la marque, et puis après, le produit sera lancé après 4 ans. 4 ans après le dépôt. Donc, du coup, la marque, elle est quand même valable. Elle pourrait quand même vous empêcher de venir, mais vous ne la voyez pas sur le marché. Donc, Google, c'est bien. Mais les registres de marques, c'est c'est ça la vraie source, en fait. Ouais. Si on dépose une marque, il faut aussi déposer le nom de domaine en même temps. Parce qu'il y a quand même des petits malins qui vont regarder quelles sont les marques qui sont enregistrées
Et puis si le nom de domaine il est enregistré, alors peut-être une petite société, il n'y a pas trop de risques, mais une société Non, comme ici. c'est plus les gens qui stockent les noms de domaine. Ça on voit assez régulièrement. Exactement. Ils en achètent des centaines et puis ils attendent que quelqu'un en ait vraiment besoin et là, ils mettent le prix fort. Ouais. Oui, tout à fait. Ok. Et puis, un autre avantage, en fait, ou pour une autre raison pourquoi enregistrer une marque, c'est que ça va donner de la valeur à la société. En fait, quand vous créez une société, les entrepreneurs, entrepreneuses vont vont faire un dossier en fait société avec un business plan, avec les produits descriptifs, etc. Et puis la marque, c'est ce qu'on appelle ça un bien immatériel. Donc Oui. il n'est pas tangible, mais c'est quand même un bien qu'on va mettre dans le bilan avec une certaine valeur. Ok. On sait, les grandes marques, elles valent des millions. Les petites, elles valent aussi quelque chose. Okay. Et puis, donc cette valeur, elle va être acquise avec la renommée, les ventes, le volume, etc. Mais aussi par des papiers qui vont démontrer que vous êtes bien propriétaire depuis une certaine date de ce nom ou de ce logo. Oui. Donc ça, c'est aussi un élément qui va faire partie du portefeuille de l'entreprise pour pouvoir le montrer à d'autres investisseurs ou bien à des acheteurs, en fait. Donc aussi, je dirais, ça fait partie un peu du classeur, d'un document qui devrait être dans le classeur de fondation de la société. Le classeur de fondation d'entreprise. Voilà. Ok. Puis qu'est-ce qui se passe quand on est papillon et puis qu'on change tout le temps d'avis, d'idées, de projets, qu'on a des nouveaux concepts avec des nouveaux noms et puis je sais pas, si tu as lu mon livre, tu vois un peu de quoi je parle. Oui. Comment on aborde ça en fait finalement? Comment on va l'utiliser cette marque? Comment on va, indépendamment du fait que ça valorise l'entreprise, quelle valeur ça prend au quotidien? Comment on le glisse dans les usages? Oui, alors en effet, et la marque, elle doit être utilisée comme elle est enregistrée, mais elle doit être utilisée pour appeler un produit ou un service. Donc, c'est pas une raison sociale, c'est pas le nom de l'entreprise, mais c'est vraiment le nom du produit et service. Donc, de nouveau, si tu as des sous-produits, par exemple fourmis, enfin, je sais pas, on dit que fourmis, abeilles ou let it be, voilà, c'est des sous-produits. Et bien, en fait, c'est vraiment important que sur toutes tes brochures, tes présentations, tes factures, tu as vraiment aussi cette marque, Blooming Companies, et après, tu peux avoir les sous-noms. Ouais. Et c'est assez rare qu'on va protéger les sous-noms aussi comme marque, sauf si ça devient un élément phare de l'entreprise et puis il est indépendant. Okay. Mais c'est vraiment important de répéter toujours cette marque sur tous les documents pour pouvoir démontrer que tu vends bien des services sous Blooming Companies et après le TB, ce que tu veux. Donc en effet, ça demande un petit peu de constance sur le long terme. Et puis parce qu'il y a eu des cas où les entreprises n'utilisent que comme raison sociale. Hein, donc sur les factures, on voit ça. Là, on voit que la raison sociale, mais après, ils disent juste coaching. Coaching, 300 francs, je ne sais quoi. Puis du coup, c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas de nouveau cette mention. Par exemple, Blooming Companies. Ok. Et puis, ce que je voulais aussi dire, c'est important d'utiliser la marque comme une marque et pas comme un terme générique. Alors, dans le cas de Blooming Companies, c'est pas le problème, mais si je reprends un Nescafé qui est une marque connue, c'était toujours un débat d'éviter de dire je bois du Nescafé, mais de dire je bois une tasse de café Nescafé. Okay. Donc, en fait, la marque, c'est Nescafé, c'est pas café. Parce que si on dit je bois du Nescafé, Nescafé devient un terme générique et puis on perd ce caractère qui relie à l'entreprise spécifique et tout le monde pense Nescafé, café soluble. Donc on n'arrive plus à le défendre. Alors bon, ça c'est un problème de il y a plusieurs grande marques renommée. Comme ça, de grande renommée qui rentrent dans le langage courant. On nettoie ses vitres avec du sopalin. Enfin, Exactement. Il y a tout un tas de mots comme ça qui sont passés, quoi. Ouais, Kleenex, Freezer et tout ça, c'était aussi des marques, mais c'est difficile. Velcro, par exemple, c'est une marque, mais on l'utilise, pendant. On ne saurait même pas quel est le nom, l'autre nom, enfin le vrai nom à utiliser, en fait. Ouais, voilà. C'est bande adhésive. Bande adhésive à picot. Alors, c'est pas facile à caser ça. Non. Ok, et puis. Bon, ça, c'est la marque, c'est le nom, c'est cette valeur immatérielle, mais il y a aussi après tout ce qui est la protection des attributs extérieurs de la marque, les couleurs, le logo, les images. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique par rapport à ça?
Oui, alors ça, c'est vrai qu'on peut aussi protéger une couleur comme une marque. C'est quelque Mhm. chose d'assez compliqué parce que ça veut dire que les destinataires des services ont reconnu cette couleur comme appartenant à une entreprise spécifique. Alors, Milka a réussi à le faire avec du violet. Oui, Je mais crois que ils avaient aussi un truc rigolo, Milka. Il y avait une dame qui avait une petite laverie en Ukraine, enfin un truc complètement. Et puis historiquement, elle était là avant eux. Du coup, ils ne pouvaient pas récupérer leur nom. Ça te dit quelque chose, cette histoire? non, ça me dit rien, mais c'est bien possible, ouais, ouais. Ok. Bon, Après, c'est bref, pas tout à fait la même chose. Mais ouais, c'est pas tout à fait le même produit aussi, mais ouais. du Euh, coup, ils ont protégé leur violet. donc, ils ont protégé le violet. Ok, Et puis, je crois Orange a aussi réussi à protéger la couleur orange pour les services de télécommunication. Mais ça, c'est vraiment, il faut communiquer excessivement sur la couleur. Donc, c'est pas forcément, je dirais, pour les PME. ouais, Mais donc, la couleur sur les logos, elle est importante. Et de nouveau, quand on va faire un dépôt, on va se dire, bon, on va plutôt on va faire un dépôt en noir et blanc et toutes les couleurs sont couvertes. d'accord. Ça veut dire que si tu veux changer du orange au jaune, tu vas pouvoir le faire. Ça, c'est aussi assez important. C'est pour ça aussi que si les entreprises déposent leur logo tout seul, c'est possible, hein, mais il va falloir aussi réfléchir qu'est-ce que je mets vraiment dans ma marque. Parce qu'on a aussi vu des marques où on a le logo, le nom et puis l'adresse Internet. Oui, Ça, c'est dommage parce que du coup, il y a tout qui est protégé. Et puis, si on commence à utiliser une chose, en fait, on n'utilise plus la marque comme enregistrée et puis elle a perdu de la valeur. d'accord, ouais. Donc, ouais, réfléchir aussi, mais qu'est-ce que je dépose vraiment, même si après, dans l'utilisation, oui, je vais ajouter le nom de mon site internet tout près de ma marque, parce que ça fait sens. Ça. Mhm, mhm. Donc, ouais, tout ce qui est couleur, et puis après, police d'écriture, ça Oui, change. Donc, oui, peut-être aussi juste utiliser des majuscules, ça veut aussi dire qu'après, les polices d'écriture prise en sont compte. couvertes. Voilà, exactement. Ok. Et puis, moi, ce que j'aimais bien dans ton approche, c'est que finalement, tu proposes un accompagnement sur le long terme. C'est la mise en place d'une stratégie, en fait. Le dépôt de la marque, c'est que la première étape. Oui, Et puis, voilà, on voit que c'est assez abordable financièrement. On a mis un petit pied à l'étrier. Et puis, sur la durée, selon l'évolution de l'entreprise, selon son développement, on peut régulièrement aller te voir en disant, hey, comment on valorise la marque? Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus sur le package pour qu'elle prenne en valeur? Est-ce que oui. tu peux nous donner quelques exemples? Oui, alors bon, moi je pense que en fait la marque c'est un droit qui va vous permettre que vous allez pouvoir monnayer. Donc Mhm. c'est comme un droit d'auteur. Donc je reviendrai sur le droit d'auteur, mais la marque on va pouvoir la donner en licence. On va Ok. ouvrir des franchises. Eh bien, on va avoir des partenaires qui vont utiliser, surtout quand on a des services, ils vont peut-être utiliser le matériel, puis ils vont aussi Ouais. utiliser la marque. Et du coup, ça veut dire qu'il va falloir faire un contrat avec ces tiers en disant, ben voilà, tu peux utiliser ça, note que cette marque nous appartient. Et parce que tu l'utilises, ben, tu nous payes une redevance mensuelle ou annuelle. Donc Ouais. ça amène, enfin, avec cette marque, en fait, ouais, il faut la faire travailler, comme tu disais. Et puis, il faut se dire, bon, ben, dans mon écosystème, qui va pouvoir l'utiliser, comment, qu'est-ce que j'arrive à en retirer comme bénéfice. Ouais. Et puis là, on va aussi voir quels sont les autres droits de propriété intellectuelle qui font partie de l'entreprise, qui appartiennent à l'entreprise, c'est-à-dire ben, tout ce qui est savoir-faire, Ok. qui est le know-how en fait, tout ce qui est création, où là on aura des droits de propriété intellectuelle, ça peut être des photos, mais c'est des textes, Mhm. c'est des développements de méthodes, c'est du matériel qui est pris. Et ça aussi, avec ces droits d'auteur, ben, on va pouvoir les monnayer, puis on va aussi pouvoir dire il y a une redevance qui est due parce que vous utilisez ce matériel. Donc c'est aussi assez important presque de faire une cartographie, de se dire bon, ben, quels sont mes droits, mes assets Oui. que j'ai, et puis où est-ce que je les place, puis comment je les revendique par rapport à mes tiers. Parce que souvent on est en partenariat, mais on oublie un peu de dire ouais, mais ça c'est vraiment à moi. Et Oui. puis, donc, si on utilise, ben, vous respectez telle et telle condition. Après, ce n'est pas forcément une base financière, mais on peut le faire. Ouais. Au niveau des droits d'auteur, le droit d'auteur, lui, il n'a pas besoin d'être enregistré. Il existe dès la création de l'œuvre, en fait, de l'ouvrage. Donc, dès qu'on crée un texte, il y a un droit d'auteur. Dès qu'on fait une photo, il y a un droit d'auteur, un logo, il y a un droit d'auteur. Ce droit d'auteur, il est plus ou moins étendu. Par exemple, si j'ai juste une phrase, qu'est-ce que je pourrais dire bonjour tout le monde, donc, mettons que c'est le slogan de quelqu'un, bonjour tout le monde, ben, il y a
peut-être pas énormément de création intellectuelle là derrière, alors qu'un autre slogan pourra amener plus de… I have a dream. I have a dream, ouais. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que au début, on a une perception un peu limitée de notre activité, on voit ce qu'on va pouvoir faire dans les médias, mais on manque un peu de perspective en fait. Et puis de discuter sur le thème de la marque, de se dire tiens, on va avoir des partenaires, on va peut-être avoir une franchise, ça nous oblige à penser grand et ça nous ouvre des portes de réflexion en tout cas. On va peut-être pas y aller demain matin, mais on arrive à se dire ok, mais je peux peut-être projeter à plus grande échelle et ça, Oui. je trouve, c'est super stimulant au niveau du mindset de l'entrepreneur, de ne pas juste dire « Ok, je fais mon petit truc dans mon coin, tout est sous contrôle, tout est à taille humaine finalement. Mais grâce à ma marque, je peux grandir. » Et puis, avec une sensation de sécurité quand même, parce qu'on a toujours peur que ça nous échappe. Et là, voilà, il y a un cadre, il y a peut-être une convention de partenariat. Là, c'est ce sur quoi on va travailler prochainement. Oui. Et puis, il y a un cadre à tout ça. Et du coup, ça donne une base de discussion aussi avec les partenaires où on aborde des vrais sujets, quoi. Oui, exactement. Donc, je pense aussi la part contractuelle, elle est assez importante parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits par les entreprises, même dans la création d'un logo. Peut-être que ce n'est pas l'entrepreneur qui va faire le logo, mais il y aura une agence qui va le faire. Alors, l'agence, elle va avoir en fait le droit d'auteur sur ce logo. Oui. Donc, c'est important que ça passe par écrit, qu'on dise, voilà, nous, on vous achète ce logo pour tant. Tous les droits passent à notre entreprise. Et ça doit être fait par écrit parce que sinon, en fait, il y a une présomption que le droit, il reste vers l'auteur. Oui. Oui, j'ai ça avec l'agence de rédaction. Dans mes conditions générales, je cède les droits. Voilà. C'est noir sur blanc. Sinon, effectivement, je pourrais presque aller dire « Ah, en fait, c'est pas eux, c'est moi. » Ouais, voilà. Je pourrais dire « Ah, mais vous pouvez aussi juste l'utiliser pour ça. Et puis finalement, on ne peut pas pour autre chose. Donc, si vous voulez pour autre chose, vous me payez plus. » On voit ça beaucoup avec les photos. Oui. Où il y a des photos qui sont achetées pour des brochures. Puis tout d'un coup, on veut les mettre sur un site web. Et puis finalement, il faut payer autre chose. Donc, c'est aussi important quand on mandate un tiers de faire quelque chose au niveau de la création, qu'on soit très clair sur ce qu'on veut, pourquoi on veut payer, quel est le prix qu'on est prêt à mettre pour quel avantage, et puis vraiment de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire avec cet élément pour que tout soit couvert dès le début, parce que c'est toujours plus facile de parler à un partenaire au début, quand le partenaire a envie de travailler pour nous, plutôt qu'une fois que c'est fait, puis se dire, mais moi je vais encore pouvoir faire un peu d'argent. Ça, c'était une stratégie, je ne sais plus quelle… il y avait de ces banques d'images en ligne. Au début, il y en avait peu, donc ils avaient largement les sous qui arrivaient. Puis il y a eu beaucoup de concurrence qui arrivait. Donc il y avait je crois que c'était Getty Images, qui a commencé à aller rechercher les clients et regarder où ils utilisaient leurs images et comment on appelle ça ? C'était pas des procès, mais à mettre des amendes à ceux qui ne respectaient pas la convention ou à facturer la part manquante, mais avec des pénalités. Oui. J'avais travaillé dans une entreprise qui avait vécu ça, où tout à coup Getty Images était arrivé en disant vous nous devez 2500 francs parce que c'était que pour la brochure et c'est parti sur le site web, c'était pas ça qui était convenu. Et ça avait jeté une panique totale parce que dans mon entourage, je connais personne qui classe ses photos en fonction du droit d'auteur et qui sait où est-ce qu'il peut utiliser quoi. Donc c'est assez pointu comme sujet. Après, j'ai l'impression que le modèle d'affaires est plus sur on fait le plus de photos possible, on a le plus de clients possible et du coup, c'est comme ça qu'on fait notre revenu plutôt qu'en allant chercher des pénalités. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez délicat, quoi. Oui, puis en fait, toutes ces photos qu'on achète sur les banques d'images, elles sont taguées. Donc, le propriétaire, il peut aller les rechercher assez facilement en faisant une recherche sur Internet. D'accord. Et c'est pour ça aussi que les banques d'images où on dit c'est royalty free, donc c'est libre de droit, pas tout à fait correct en fait. Il y a toujours un droit sur une image. Par contre, il y aura une licence assez étendue qui sera donnée pour pouvoir l'utiliser, par exemple sur un site web, mais pas sur par exemple, si on fait des habits, on ne pourra pas mettre ça sur les habits et puis vendre les habits avec cette image ou bien ce logo. Donc, on doit toujours quand même aller voir quel est le contenu de la licence. Donc, libre de droit, c'est pas juste. Hein. C'est pas libre de droit, c'est juste gratuit en fait, mais gratuit avec des conditions. Là aussi, nous, on conseille les entreprises de sélectionner les banques d'images
Si c'est pour un site web ou bien pour un post sur les réseaux sociaux, le risque que quelqu'un se plaigne, il est moins, puis aussi si on doit retirer l'image, il est moins grand que si tout d'un coup on a mis ça sur un produit physique, puis là on doit Sur un bus. voilà, un bus ou bien... La petite dépense. Voilà, exactement. Donc, il faut aussi un peu évaluer ces risques. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait avec les entreprises. On est assez pragmatique. On dit, ben voilà, quel est le risque que vous voulez prendre par rapport à votre budget puis à votre objectif. Ouais. C'est la même chose avec le contenu de tiers. Donc, on utilise beaucoup Instagram, etc. Où des tiers vont mettre des photos. On se dit, ah, ben, super, ils ont tagué notre marque, on pourrait utiliser. Oui, on peut réutiliser dans le cadre, sur la même plateforme, mais on ne peut pas commencer à l'extraire et puis en faire une pub télé, par exemple. Ouais. Ou alors, il faut avoir l'accord de la personne et souvent, si c'est une pub télé, on aura aussi rémunéré cette personne parce que voilà, il faut éviter que la personne revienne et dire vous avez quand même fait beaucoup d'argent avec Marketo. Ouais. Donc, c'est un petit peu des choses à penser quand on utilise tous ces droits de tiers, parce qu'il y a nos propres droits, mais aussi les droits des tiers. Et puis pour éviter qu'on reçoive des emails qui prennent la tête à toute l'entreprise pendant une semaine, parce qu'on se dit mais ça vient d'où? Pourquoi est-ce qu'on doit payer? Ça semble un peu complexe quand même. En plus, avec les réseaux sociaux, le nombre d'images qui se multiplient, le nombre de vidéos qui se multiplient, on a vraiment l'impression d'une complexité qui augmente. Enfin, par rapport à mes débuts de carrière dans la communication, c'était beaucoup plus... Voilà, il y avait le photographe, il avait déposé ses photos, il avait vendu les droits, c'était plus facile. Est-ce qu'il y a un moyen simple de revenir à quelque chose de plus serein? Alors moi, je dis le moyen simple, c'est d'avoir les droits sur ce qu'on fait. De faire tes propres photos, en fait. De faire, par exemple, d'essayer de faire ses propres photos. De capitaliser un peu plus sur le contenu propre. Après, je sais que c'est pas toujours évident quand on est sur les réseaux sociaux. Mais je dirais aussi ce qui est simple, c'est par exemple de dire, on choisit une banque d'images, on a un compte, donc on sait aussi toutes les images qu'on prend, elles ont telle et telle, normalement elles ont telle et telle étendue. Ouais. Et puis après, on arrive à retracer parce qu'on a les factures, puis on sait telle et telle image, on a payé tant, c'était lié à telle et telle licence, par exemple. Puis ça, on met dans un dossier. Voilà, exactement. C'est un processus, en fait, qui est traçable et puis qui fait qu'on pourra... Ouais. Ça, je dirais que c'est le plus simple. Au lieu d'aller pêcher des trucs partout. Et puis après, on ne sait pas très bien d'où ça vient, puis on ne retrouve plus. Mais voilà, ça demande un petit peu de structure, je dirais. Ouais. Il faut des fois aussi faire attention, c'est quand on prend une image d'un partenaire ou d'un tiers, des fois ça vaut la peine de vous poser la question, ça vient d'où? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser? Parce que, voilà, de nouveau avec ces tags, le propriétaire pourrait plutôt aller chez vous plutôt que votre partenaire, puis c'est quand même à vous de répondre à la question. Ouais. Je pense que, je ne sais pas si c'est devenu plus compliqué, mais on utilise plus d'images, on utilise plus de contenu, puis le contenu doit passer, donc il doit changer, etc. On ne peut pas toujours avoir la même image, mais de se dire, des fois, moi aussi, des fois je me dis, mais je fais une photo de quelque chose, d'un ordinateur, parce que j'ai besoin d'une photo d'ordinateur, quoi. Ouais, complètement, ouais. C'est vrai que des fois, le fait d'acheter en ligne une image, ça va plus vite que le fait de faire soi-même l'image, alors c'est pas tellement plus compliqué, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ok, et puis, alors en général, on fait les présentations au début d'une interview parce que voilà, on va présenter qui on est, mais moi j'aime bien faire à la fin parce que du coup, tu fais pas que ça, tu fais pas que de la protection de marque, toi tu as un champ de possibles et de compétences qui est plus large. Donc voilà, tu nous as ouvert déjà sur qu'est-ce que ça apporte une marque et ouvre-nous encore plus sur, voilà, c'est quoi le legal and digital, c'est quoi, voilà, jusqu'où tu vas. Alors, je dirais, peut-être juste pour revenir un petit peu sur mon histoire, moi, j'ai commencé ma carrière dans les marques. Et j'ai eu beaucoup de plaisir parce qu'il y a un côté très fun de couleurs, de noms, de produits, de marketing. Et ensuite, je suis un peu tombée dans le domaine de l'Internet. Et là aussi, j'ai compris cette complexité que tu mentionnais tout à l'heure, qui est aussi due au fait qu'Internet est global et puis le droit est encore local. Oui. Et ça, je trouve assez passionnant de voir comment est-ce qu'on arrive à trouver des solutions pour les entreprises où les risques sont évalués et acceptés. Mais voilà, on vend et puis on est en ligne. Donc, toute cette partie en ligne, moi, ça me passionne parce que je trouve voilà,
on est en train de la façonner. Enfin, voilà, on est à C'est chaque un domaine qui est en pleine création, en fait. Exactement, on est étonné de ce qui se passe. Et puis pour le droit, c'est aussi passionnant parce qu'on doit s'adapter, on doit trouver des solutions, etc. Et puis, je dirais, suite à tout ce travail avec la réputation de la marque en ligne, je suis tombée aussi dans les données, dans la marmite des données. Et puis, j'ai aussi compris que tout ce qui était données, c'était très important pour les stratégies marketing et tout ce qui est développement numérique. Et quand on parle de données, on parle de données personnelles. Et puis tout d'un coup, voilà, on doit appliquer la loi sur la protection des données, le RGPD en Europe. Oui. Et du coup, ça aussi, ça me passionne parce que on est aussi dans la création. De nouveau, la loi est un peu en retard par rapport à tout ce qui se fait au niveau technologique. Donc, comment on arrive à s'adapter, comment on arrive à communiquer aux entreprises, voilà ce que vous pouvez. Pas tellement voilà ce que vous pouvez faire, mais voilà les options. Et puis après, quelles options vous désirez prendre selon aussi votre ouverture au risque. Il y a des entreprises qui sont ouvertes, il y en a qui sont moins ouvertes. Donc ça, moi, j'aime bien travailler avec ça parce qu'on n'a pas toujours les mêmes réponses. Oui, ça c'est vrai. Il y a aussi ça en investissement. On a l'impression, on pourrait croire a priori que tout le monde veut investir de la même manière, mais en fait, de respecter le profil de risque de chaque personne, c'est la base de départ. Et en fait, dans les personnalités d'entrepreneurs, il y a aussi des grandes nuances. C'est des gens qui veulent avancer à pas compter en zone très sûre, puis d'autres qui sont peut-être plus frondeurs et prêts à prendre des risques. Exactement. Et ça va être super important dans la stratégie de développement de l'entreprise. Exactement. Donc, pour revenir à ta question, nous, on travaille vraiment avec tout ce qui est propriété intellectuelle et protection des données. Et la protection des données, c'est pour les campagnes numériques, le marketing, mais aussi après tout ce qui est conformité à l'interne, comment on gère les données des employés, comment on gère les données clients sur une base CRM, qu'est-ce qu'on peut faire, combien de temps on les garde, etc. Oui, est-ce que le lieu de stockage de l'information est important? Pourquoi? Comment on choisit où est-ce qu'on stocke et du coup, comment on choisit ses prestataires? Oui. Ça, c'est aussi une décision à prendre à un moment donné, en conscience. Finalement, on a peut-être tous Dropbox parce que tout le monde avait Dropbox, mais à un moment donné, on se repose la question, on se dit, OK, alors je mets de la conscience là-dessus. Ça veut dire quoi et pourquoi? Oui, exactement. On positionne son choix. Oui, et ça, je pense que ça doit être fait consciemment. Donc, on ne doit pas juste se dire, je prends un truc, puis je ne sais pas trop où c'est. Parce que finalement, les clients, ils vont aussi demander, ouais, mais vous utilisez quoi? Ou pourquoi? Et nos données, elles vont où? Parce qu'ils vont partager des choses. Donc, il faut aussi avoir une réponse. Il faut dire, ah oui, on utilise Dropbox parce que, voilà, vous avez vos critères. Et puis après, c'est clair. Alors, c'est difficile de dire, enfin, aujourd'hui, on a un peu tendance à dire qu'il faut choisir des prestataires en Europe parce que les droits sur la protection des données sont plus clairs et puis mieux appliqués. Mais on est quand même tous dépendants des outils américains. Donc, c'est difficile de changer du jour au lendemain. Mais si on continue avec ces outils, il faut aussi avoir un raisonnement derrière. Ouais. Et puis au début, en fait, quand on crée son entreprise, on est tellement dans la spontanéité. Il faut arriver le plus vite possible à la création du produit, à l'encaissement pour survivre. Donc, on n'a peut-être pas beaucoup de conscience sur ces choix-là, mais après, une fois que l'activité de l'entreprise est stabilisée, de revenir visiter les outils avec une grille de questions pertinentes, ça peut être intéressant. Oui, tout à fait. Donc, tu t'occupes des marques, tu t'occupes des données, et puis voilà, c'est vraiment cette activité sous forme d'un accompagnement. C'est un peu le docteur, t'es un peu le docteur de la marque qui suit l'état de santé de l'entreprise. Voilà. Je pense qu'un exemple assez parlant pour illustrer ce qu'on fait, c'est les sites e-commerce. Oui. Parce qu'on a des clients qui lancent leur site e-commerce, donc ils ont envie de vendre des choses en ligne, donc ils vont avoir cette marque qui va être très visible, qui doit être trouvée sur les moteurs de recherche, etc. Mais il faut aussi avoir après le pendant sur les réseaux sociaux, enfin le bon nom de domaine, tout ça. Et puis après, il y a un écosystème de l'e-commerce qui fait qu'on aura des données personnelles, des données de paiement. Il y aura des promesses parce qu'on va dire aux gens, on vous promet de livrer dans les 7 jours. Il va falloir aussi réfléchir, si les gens ne sont pas contents, qu'est-ce qu'ils peuvent renvoyer le produit. Donc tout ça, c'est des informations qui sont en principe dans les conditions générales de vente, mais elles doivent être là. Donc c'est vrai que nous, on travaille sur ces différents éléments. Et puis, je crois que c'est aussi utile pour l'entreprise de dire, on a un partenaire et puis il peut voir ces différentes choses. Et puis après, le jour où on lance, on se dit, on a fait les choses en ordre.
Oui. où on a atteint ce qu'on voulait atteindre et puis on sait aussi avec qui on travaille. Ouais. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que tu travailles aussi avec des grandes entreprises, tu es plurilingue, tu as 4, 5 langues, je ne sais plus. Non, 4. Donc du coup, tu peux vraiment, tu as aussi cette expérience de c'est quoi de devenir grand, quelles autres questions on gère quand on devient grand, et puis comment on peut aller sur tel autre marché, etc. C'est vraiment... C'est flatteur quand on est petit qu'on commence d'avoir quelqu'un qui joue avec les grands, qui vient nous donner des outils, des grands en fait, pour pouvoir nous aider à grandir. Ça, j'avais trouvé très généreux de ta part parce que assez rapidement, on apprend à rationaliser, à plus s'occuper des petits. Mais toi, non, au contraire, tu veux travailler à toutes les échelles parce que tu trouves toutes les échelles importantes. Donc, oui, c'est ça. Et puis, je pense qu'à petite échelle, moi, j'ai aussi un engagement plus grand avec l'entrepreneur parce que voilà, je vais aussi comprendre mieux comment l'entreprise fonctionne. Ouais, puis c'est un pari sur l'avenir, sur le fait qu'on va grandir. Donc, c'est très... Ça nous pousse en avant d'avoir des personnes comme toi en fait. D'accord. Ok, écoute, je crois qu'on arrive gentiment à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter? Je pense que j'ai en fait 5 points ici qui pour moi sont importants. Le premier, c'est est-ce que vous avez considéré en tant qu'entreprise, vous avez considéré choisir une marque forte ou bien est-ce que c'est vraiment des termes génériques? Parce que ça, c'est une question c'est possible de prendre des termes génériques parce qu'on est dans un domaine très compliqué, mais il faut qu'on se pose la question. Oui. Ça va aussi après influencer sur la stratégie. Et puis, aussi, à un moment donné, s'asseoir et dire qu'est-ce que vous considérez comme propre à mon entreprise, mes créations, quelles sont mes créations, quel est mon savoir-faire, sur quoi, en fait, je pense que j'ai des droits. Des fois, de faire aussi une petite cartographie avec ça aide. Et puis après, ça permet de voir, là, peut-être que je dois protéger ou bien j'aimerais savoir comment faire. Ou bien, par exemple, on a un client qui est dans la formation, puis on a travaillé avec lui pour aussi mettre sur son matériel des éléments en disant mais ça c'est à nous, vous ne pouvez pas copier et tout ça parce qu'il est aussi arrivé à un moment où les gens disent il vient de faire la formation, après on réutilise à l'interne. Donc aussi je dirais un peu mettre des garde-fous qui vont avoir un effet dissuasif. Et puis ensuite quand on grandit, est-ce qu'on pense accorder la permission d'utiliser la marque ou bien du matériel à d'autres? Et puis si on dit oui, alors il faut aussi mettre un petit cadre juridique pour être sûr que quand on ne s'entend plus avec cette personne-là, elle respecte aussi ce qu'elle avait signé avant. Et puis, je pense aussi à un moment donné, comment est-ce que vous montrez à vos investisseurs que vous avez une plus-value, vous avez créé une plus-value avec votre marque? De nouveau, quand on fait un tour de financement, etc., ça, c'est des éléments qui doivent être apportés et qui vont aussi rassurer les investisseurs. Et puis, le dernier point, c'est que cet investissement, ou l'investissement, je dirais, au niveau juridique, c'est un effet sur le long terme. Oui. Donc, on se dit des fois, c'est un coût, un moment T, mais c'est quelque chose qui dure. Oui. Même si je disais avant que les technologies changent, la loi, elle reste et puis après, ça s'adapte. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est valable pour 5-10 ans. Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi ce côté ultra rassurant d'avoir moi, je sais que je peux t'appeler. C'est arrivé d'ailleurs il n'y a pas longtemps où il y a quelqu'un qui m'a dit cette image sur votre site, etc. Et je dis mais c'est bizarre, il devrait y avoir aucun problème avec cette image, mais j'ai pu t'appeler. Donc, on baisse la dose de stress instantanément. Et puis, ça, c'est vraiment quelque chose d'apaisant. Donc, ça, c'est... En fait, on prend notre petite graine au sérieux quand on s'adjoint des services, même si c'est pas hyper cher et puis que c'est pas un budget faramineux. On se dit, ok, je suis la petite graine d'un grand arbre. Et puis ça change beaucoup la perspective. Donc voilà, merci beaucoup Caroline. Merci Catel. Et puis, on a déjà discuté, je pense qu'on va refaire peut-être une autre interview justement sur la gestion des données, donc les newsletters, les adresses de nos contacts, est-ce qu'on a le droit de les avoir, comment on a le droit de les utiliser, etc. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de discuter. En tout cas, merci beaucoup, c'est vraiment passionnant de t'entendre et puis de découvrir ton univers qui peut paraître un peu obscur et confus, mais avec un sourire comme le tien, c'est beaucoup plus digeste.
Et puis voilà, je vais mettre bien sûr tes coordonnées à côté de l'interview. Donc, s'il y a des personnes qui participent ou qui voient ton interview, elles pourront te contacter. Super. Et puis, avoir recours à tes services. Merci beaucoup, Catel. Merci à toi. Belle journée, à tout bientôt. Bonne journée.